La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Elle arbore désormais une 3e étoile sur sa toison. Mesdames, Messieurs, qui l'aurait imaginé un soir de 21 janvier, à part quelques-uns qui étaient fous, habités par l'idée que les étoiles étaient alignées. L'une des plus belles cannes jamais réalisées, en tout cas au XXIe siècle, ça on peut le dire. Ceux qui étaient habités pensaient justement que pendant cette canne, il n'y a pas eu de pluie, imaginez. Pendant cette canne, rien à peu près, on va dire, n'est venu perturber ce qui paraissait un rendez-vous des plus attendus par tout le continent africain. La Côte d'Ivoire est sur le toit de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Christelle. Bonsoir André. Ouais. Bah voilà, il va falloir rajouter... Il a fallu le sourire de Christelle pour que je me rende compte vraiment que c'est beau. On y est là. C'est beau quand le sourire illumine comme ça toute une nation. Alors André, il va falloir rajouter une 3e étoile, tu vois. Vous n'êtes pas passé voir pas notre encore. sponsor Pas maillot. encore, mais je pense moi, que ça va passé. Ah, tiens. Il est parti avant moi. Mais rapidement, je vais actualiser ce maillot et comme tous les Ivoiriens d'ici et d'ailleurs qui vont actualiser ce maillot-là parce qu'on a 3 étoiles. We are 3 stars now. On a 3 étoiles et nous sommes très heureux, André. Bonsoir chez vous. Dans les rues d'Abidjan, pour ceux qui sont à l'intérieur du pays... Sur les étoiles, permettez-moi de rajouter juste une petite chose. La Côte d'Ivoire rentre, ça c'est pour les chiffres, dans un club très sélect de pays d'Afrique qui ont plus de 3 étoiles. Exactement. Il en existe à peu près, je crois, il doit y avoir 4 ou 5 pays. C'est ça. On n'est pas, oui, 5e pays. Voilà, donc on prend l'Égypte, on prend le Cameroun, le Ghana, le Nigeria. Et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Et comme voilà, ce pays-là sera attendu là où on ne l'attend pas. Et je le disais le vendredi, des soleils viendront de cette nation. Là où on ne nous attend pas, on y sera. Madame, monsieur, bonsoir. Vous êtes sûrement en train de célébrer avec les éléphants. Peut-être dans les rues, le spectacle va se passer de l'autre côté. La parade a lieu, ouais. La parade, depuis 15 heures jusqu'à présent. Je pense que là, ils vont aller au stade Félix Houphouët-Boigny, le Félicia, pour célébrer avec le peuple ivoirien. Et demain, de façon honorable, seront reçus par le président de la République, le gouvernement et toute la volonté de ces Ivoiriens-là. Merci aux éléphants, merci à Faye Mers, merci au COCAN, merci à la CAF, merci aux éléphants de Côte d'Ivoire de nous avoir donné cette magnifique étoile. André. Un merci au président Alassane Ouattara. Oui, exactement. Parce que ça, on l'a vu hier au stade. Très ému. Il a été évidemment félicité par toute la Côte d'Ivoire dans un esprit républicain. Exactement. Il fallait, pour réussir une telle fête, avoir un capitaine, une vision partagée par l'ensemble des Ivoiriens. Et ça, sans polémique aucune, il faut le reconnaître. Nous nous sommes engagés collectivement avec à notre tête Alassane Ouattara. Exactement. Et cela, il fallait le souligner. Et tous les Ivoiriens étaient très émus de voir effectivement le président très ému lui-même de cette victoire. Ce soir, notre plateau est 7. Nous avons Gérard Tallman. Yes. Gérard, bonsoir. Bonsoir Christelle. Le sourire est là. Ah oui, bien sûr. Il n'y a plus de match, il n'y a plus de pression. C'est tranquille là maintenant. Très bien. Herman Aboua, bonsoir. Merci de revenir. Bonsoir Christelle. Ça s'est bien passé le voyage? Ben ouais, ça va. Je profite en même temps pour excuser tous les téléspectateurs pour l'incident qui s'est produit avant qu'on ne parte. Ça s'est passé. Oui. On leur doit du respect, Bien on sûr. se doit du respect ici et je pense que c'est important. On n'a pas été forcément exemplaires, donc Très bien. excusez et puis Merci on espère Herman, que ça va merci bien se passer. Herman pour ce mot-là. Et on est ensemble, on n'a pas de soucis pas de du soucis. tout. Et puis les téléspectateurs, on les aime. Bisous. Et ceux qui ont été un peu touchés, même beaucoup touchés, voilà, c'est des choses qui arrivent et on corrige et on avance. Élisée Boloubeur, j'aurais aimé vous voir en orange. Mais il faut ajouter le prophète avant de poursuivre. Oh my goodness. C'est important, je revendique ça. Ok. Mais Élisée, vous n'avez pas d'église, une fois que je Et dis pas, là-dessus, moi, je savais que les Ivoiriens aussi allaient gagner. Non, mais enfin, c'était un espoir, mais c'était... Non, moi, depuis le vous début. saviez. Ici, depuis le début, j'ai dit qu'on allait prendre cette coupe. Puisqu'on va donner la parole à Marius, je pense que Marius est celui qui a pronostiqué juste. Exactement. Il avait dit 2. Ah non, moi j'ai été le premier, il m'a suivi simplement, Marius. Gérard, Attends, moi j'ai dit 2-1. Oh, il m'a suivi. roi vie éternellement. Attends. D'accord, Bon, Marius, comment est... Il n'a pas tort, Bonsoir, effectivement. merci Bonsoir d'être là. Christelle. Il n'est pas en Il veste avait dit- aujourd'hui, Ah mais non, en tout non, cas, non, ça non. change et c'est bien. Oui, mais écoutez, la Très Côte bien. d'Ivoire est championne d'Afrique. Ça se tranche avec notre quotidien qui, aujourd'hui, c'est férié. Chômé et payé sur l'ensemble du territoire national. Il est bien évident qu'on s'habille léger pour pouvoir encore Très célébrer bien. les Ivoiriens.
Alors, on aurait dû avoir Daouda ce soir sur ce plateau, mais effectivement, il est on va dire, réquisitionné pour le stade. Ouais. Il est au Félicia, au stade Félix Houphouët-Boigny. Donc, demain, par la grâce de Dieu, vous l'aurez sur ce plateau. On y va tout de suite, mais après ceci. À tout de suite. Une compétition de tous les records, 2 défaites dans des phases de poule avant d'accéder en finale. C'est la première fois que ça arrive et ça a permis non seulement à l'équipe de Côte d'Ivoire d'accéder en finale, mais d'être sur le toit de l'Afrique. On en parle maintenant dans cette émission, mais avant, Gérard Tolman, lui, va commenter cela, il va donner quelques éléments de compréhension de tout ce qui s'est passé, Christine. Exactement, et c'est avec maintenant le 6 minutes sport, on y va. Alors, Gérard Tolman, on démarre tout de suite par la 3e étoile des éléphants de Côte d'Ivoire. Ah oui, c'est beau, en tout cas, que de compter la 3e étoile de la Côte d'Ivoire ce soir. Après 92, 2015, voilà la Côte d'Ivoire sur le toit de l'Afrique en 2024 pour sa propre CAN, après l'avoir organisée en 1984. Tout ça, c'est plaisant. À la différence, justement, de ces matchs précédents, la Côte d'Ivoire a commencé ce match-là tambour battant, mais se fait surprendre à la 38e sur corner. Il est plus haut, l'ami Trostekong sur Serge Aurier, mais en même temps, tout à l'heure, nous en parlions. André me disait, non, la taille n'est pas le plus important. Serge Aurier aurait dû se détendre, voilà, un peu plus rapidement, mais en même temps, il y a un gap de centimètres entre Aurier et Trostekong. Aurier, c'est 1,76 m, Trostekong, 1,91 m. Bon. Et donc là, on a senti. Bien, nous sommes donc à la 38e. 24 minutes plus tard, l'ami Simon Adingra, très en jambes, déboule sur le côté gauche, fait un centre en retrait, qui se lève dans les airs, l'ami caissier. Il ajuste Nouabali d'une tête assez rageuse. Non, il catapulte un corner, voilà. Il catapulte le. Alors on voit les images là. Oh là là, c'est vraiment. Je me suis dit que le mot il est bien choisi là. Catapulter, c'est ce qu'il a fait dans le but nigérian. Ça faisait donc un but partout. Nous sommes à la 62e minute. Tiens, les choses ne vont pas en rester là. On s'est dit tiens, la Côte d'Ivoire a égalisé. Pourquoi celle-ci ne marquerait pas un but en cours de jeu pour qu'on soit champion sans passer? À ce moment-là, voilà. Déboule. Ah ben voilà. C'est à ce moment que Adingra, encore une fois de plus, lui, très inspiré, il déboule sur le côté gauche. Vous voyez les images. Un centre qui est là. À la réception, on a Sébastien Haller. C'est quoi ton mot là? Ah ouais, d'une semelle. Non, mais là, il n'a pas topé un peu. Ah non, il n'a pas topé cette fois-ci. Bon. Il a des buts assez particuliers quand même. Ah oui, franchement, parce que la dernière fois, c'était lobé et topé. Cette fois-ci, c'est du bout de la semelle. Il a juste, voilà, tranquillement. Et puis c'est Trostekong qui défendait sur lui. Le malheureux Trostekong, déjà, qui était sur le premier but pour le Nigeria. Et là, contre le Nigeria, qui n'a pas su défendre sur Sébastien Haller. Oui, je vais prendre la phrase d'épée. Alors, à l'heure était à l'heure. Hein, oui, tout à fait. Non, là, je suis d'accord, absolument, absolument. Je suis d'accord. Et puis, une fois qu'on a dit ça, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Mais c'est une... on a assisté, c'est un mot qu'aiment les commentateurs sportifs, on a assisté à une orgie de buts. Quand même, tout à fait. C'est certainement une des particularités de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, bon, déjà, on sait qu'on est passé à 24 depuis 2019, à 24 équipes qui ont été reparties dans 6 poules. Mais la particularité de cette édition, c'est qu'elle a été extrêmement prolifique en matière de buts. Il y en a 118 qui ont été marqués. Et ça, déjà, c'est dire que la Côte d'Ivoire a la plus belle CAN, sinon a eu la plus belle CAN de toute l'histoire, parce que ça rentre dans l'histoire que c'est 118 buts. Voilà, il fallait donc le mettre en 52 matchs, tout à fait. 52 matchs pour 118 buts. Donc la finale, on a recueilli 3, 2 pour la Côte d'Ivoire, 1 fort malheureusement pour nos amis nigérians que nous saluons au passage avec beaucoup d'empathie. Et puis, dernier point, alors il y a eu donc ce consultant français qui, sur un média, faisait des commentaires pas très intéressants. C'est ça. Sur la compétition, la qualité du jeu, des buts. Il s'agissait donc de Jérôme Roten. C'est ça. Et puis, Faye a fait donc la réplique. En tout cas, l'ami Jérôme Roten, qui est consultant, on va le dire, sur un média français, voilà, lui a dit comme ça que
la Coupe d'Afrique avait un niveau complètement catastrophique dans la mesure où ni tactiquement ni techniquement ce n'était pas agréable à voir. Voilà. Les arbitres également étaient... Les arbitres étaient très limites, etc. Il a fait ses commentaires à lui, mais notre ami Fayet, lui, il préparait un peu sa petite vengeance. Il a attendu que nous puissions remporter, bien évidemment, la Coupe d'Afrique pour répondre à ce cher ami Jérôme Roten. Il lui a dit, tiens, monsieur Jérôme Roten, vous êtes bien gentil, mais je crois que votre carrière internationale, franchement, elle craint complètement. Et en plus, je juge que vous êtes complètement malhonnête que de voir les choses comme ça. Moi, j'ai vu une CAN très belle, une CAN prolifique, une CAN la plus belle. Mais vous, ça n'est pas votre analyse, bon, ça n'engage que vous. Et Jérôme Roten, dans la foulée, a dit, tiens... il allait donc apporter une réponse à Fayet dans son émission. Il a tenté de joindre Fayet qui, en ce moment même, est dans la parade. Donc, du coup, Fayet n'a pas pu, comme il se doit, répondre aux questions de Jérôme Roten. Donc, c'est donc une affaire à suivre. Tout ça, ça fait partie des de la CAN. Affaire donc à suivre, vous dites. Donc, c'était votre point dans le cadre de ce 6 minutes sport, Gérard. Merci beaucoup. Alors, on a terminé pour le 6 minutes sport. On revient donc tout à l'heure. À tout de suite. Les choses avaient commencé un 13 janvier 2024. C'était la Coupe d'Afrique des Nations pour l'édition 2023. Et les lampions, comme on dit, se sont donc éteints le 11 février avec cette victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Que retenir globalement de cette victoire? On a commencé par parler avec Gérard donc, de cette troisième étoile. Parlons justement de notre analyse un peu plus globale de ce qu'on a observé hier. Cérémonie de clôture, rencontre, ainsi que tous les à côté qui vous ont intéressé au cours de cette rencontre. Alors commençons justement par Marius. On a eu donc cette magnifique cérémonie de clôture. Comment est-ce que vous l'avez trouvée dans son ensemble? Féerique. Phénoménal. Qu'est-ce qui vous a plu? Eh bien, toute la chorégraphie mise en place. C'est tout un travail de longue haleine. Ce n'est pas des choses qui ont été faites comme ci, comme ça. Ça a été préparé par des spécialistes. Et je peux vous dire que, par exemple, les jeux de lumière qui ont été régulièrement servis à l'ensemble des téléspectateurs dans 80 pays qui suivent cette CAN, ont démontré réellement que la Côte d'Ivoire a du savoir-faire. Et je puis vous rassurer à la matière que les Ivoiriens, comme un seul homme, ont apprécié à sa juste valeur cette cérémonie d'ouverture. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux de pays étrangers, la plupart des téléspectateurs qui ont suivi cette cérémonie d'ouverture communiaient ensemble. Cette cérémonie de clôture communiait ensemble en disant tout simplement que la Côte d'Ivoire sait faire de grandes choses. On a vu d'ailleurs toute la team Peya qui aujourd'hui brille de mille feux sur toutes les chaînes de radio. Il y a eu avant Alpha Blondy. Bien entendu, mais c'est la team Peya aujourd'hui qui brille véritablement sur toutes les chaînes de radio à l'étranger, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. Et je peux vous dire même que sur l'esplanade de Paris, on a vu Anne Hidalgo danser au rythme donc, de la team Peya, avec donc le coup du marteau qui aujourd'hui carbure et fait plaisir à voir. Élisée Boloub, est-ce que la cérémonie de clôture a répondu à vos attentes? Est-ce que la Côte d'Ivoire, comme à l'ouverture, a marqué son coup? Non, je pense déjà qu'il faut retenir que la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture, il y a une cohérence. Si vous regardez la cérémonie d'ouverture, elle a mis en avant en fait, notre culture, les cultures des régions qui composent la Côte d'Ivoire. On a mis en avant ce qu'on avait comme une richesse de notre patrimoine. Quand vous regardez la cérémonie de clôture, on a plutôt mis en avant, c'est-à-dire notre force urbaine, c'est-à-dire la musique urbaine. On justifie la présence de Alpha Blondy, la méga star internationale, le plus grand artiste de Côte d'Ivoire de tous les temps, qui vient et qui intervient. À côté de lui, on met ce qu'il y a aujourd'hui, je dis comme richesse en matière de musique urbaine. C'est-à-dire on a le coup du marteau qui aujourd'hui a traversé toutes les frontières africaines, même européennes et américaines. À côté, on a Roselyne Layo qui brille de mille feux. Donc, on a voulu, si vous le remarquez bien, ouvrir notre CAN avec ce que nous avons comme d'autres particularités, notre richesse culturelle, et la clôturer avec ce qui unit ensemble
le monde entier, en fait, ce qu'aujourd'hui nous vendons au monde entier et qui est aussi notre richesse. Donc, la musique urbaine. Maintenant, à côté de ça, la rencontre en elle, même si vous permettez qu'on y entre. Quelle rencontre Quelle rencontre? Le match? Oui. Non, ok, d'accord. Ok, d'accord. Justement, donc c'est ce que je voulais dire. Herman, sur la cérémonie de clôture, vous partagez le même enthousiasme que vos deux prédécesseurs qui ont pris la parole sur le fait que d'aucuns ont jugé qu'elle était un peu minimaliste et que la féerie qu'on attendait aurait dû être un peu plus massive. Est-ce que vous partagez cet avis ou vous dites bon? Effectivement, si on veut regarder la scénique qu'on voulait présenter, c'est-à-dire lorsqu'au départ, à la cérémonie d'ouverture, on a vu plein de masques, les cultures, la tradition, et puis travailler un peu sur le côté urbain à la clôture, ça c'est vrai. Mais moi je pense que quand on parle de cérémonie d'ouverture, c'est surtout comment est-ce que cela est présenté à travers les chaînes de télévision qui prennent toute cette cérémonie d'ouverture. Mais nous qui ne sommes pas allés cette cérémonie de clôture, nous qui ne sommes pas allés, par exemple, au stade, sur le jeu qu'on a vu à l'antenne, on a trouvé que c'était quand même fade. Et ça, on s'explique. Certainement que l'ambiance y était, parce qu'il y avait tous les artistes urbains qui faisaient leur show, mais le rendu à l'antenne, on a vu, comment on appelle, Alpha Blondy venir là. Après, les gens de Team PA sont venus. C'était un peu désordonné. On ne percevait pas bien ce show-là qui était traduit dans l'enceinte de truc. À part les jeux de lumière, les feux d'artifice qui ont essayé de rattraper l'ambiance à l'antenne, on a estimé que c'était un peu fade. Mais tout de suite, c'est parce que les gens... Je sens Élisée qui n'est pas très convaincu. Oui, moi je partage pas l'avis de... Je pense que... Et vous savez, on ne peut pas refaire l'eau chaude. Voilà, je pense qu'il faut comprendre l'esprit des cérémonies. Une cérémonie d'ouverture, une cérémonie de clôture n'ont pas la même quintessence. Là, on était en train de finir une compétition qui nous a pris 1 mois. On voulait laisser une note festive à l'ensemble de nos convives. Et ce qu'on a de festif chez nous, c'est nos artistes urbains qui, aujourd'hui, ont une réputation qui éclaire tout le monde entier, qui a, en tout cas, a traversé les frontières. Quand vous dites que ça a été fade, moi, j'ai été devant ma télévision aussi. Et j'ai suivi la rencontre, mais je n'ai pas aperçu à aucun moment cette froideur. Le problème, je pense que ce que peut-être a grisé un peu Herman, moi je pense, c'est déjà l'occupation scénique. L'occupation scénique ne perd pas de vue qu'à l'ouverture. C'était une fresque qu'on voulait démontrer au monde entier. C'était une fresque. Donc on avait près de 400-500 personnes sur scène là qui ont occupé vraiment, qui ont travaillé tout le temps. Là aujourd'hui, on a juste quelques artistes qu'on a voulu juste mettre là pour déjà montrer ce qu'on a, comme je le dis en termes de musique urbaine, mais permettre aussi de chauffer la foule qui était là. Donc, il faut comprendre un peu, l'esprit de cette cérémonie. Elle n'est pas du tout fade. Elle est comme elle devrait être. On peut même se rappeler du Mondial 2022 au Qatar. Moi, je me rappelle parfaitement de ça. Regardez la clôture. Est-ce qu'on peut arriver à vous départager là-dessus? Peut-être l'intervention de Gérard avant Herman. Oui, Herman, allez-y, ensuite Gérard. Moi, ce que je voudrais dire à Élisée, on dit exactement la même chose quand il s'agit de choix des artistes qui ont presté. Et là, on n'a pas de problème. Ceux qui étaient là, ils devaient venir faire, ils ont bien fait le travail. Je parle plutôt de réalisation. Et là, maintenant, c'est un œil de tête. Qu'est-ce qu'on perçoit comme spectacle? Qu'est-ce qu'on présente à l'antenne? Aujourd'hui, pourquoi est-ce que la cérémonie de clôture, au-delà du beau qui a été présenté, c'est parce que ça a été réalisé et que ça a présenté cela à l'antenne. On a vu quand même, lorsqu'on regarde, un certain désordre. Ça, je ne parle pas du show que chaque artiste ait pu venir donner. Et ça, je pense que je ne crois pas être sur ce plateau-là, être le seul à voir ça. À percevoir cela. Alors Gérard, il y a un point qu'il faut retenir. Herman parle de réalisation, c'est-à-dire l'œil du téléspectateur, ce qu'il a perçu. Il parle de désordre. Il a aussi mentionné désordre au niveau de la Team PA, c'est ça? Les entrées des artistes. Tout à fait. Il n'y avait pas de chorégraphie. Qu'en pensez-vous, Gérard? Quel est votre point là-dessus? Bon, écoutez, moi très clairement, j'ai particulièrement apprécié cette cérémonie de clôture. Voilà, déjà dans un premier temps, parce que mon artiste préféré de tous les temps y avait sa prestation, en l'occurrence Alpha Blondy. Voilà, et aussi, on a vu, comme Élisée l'a si bien dit, en fait, la jonction a été faite entre la cérémonie d'ouverture, où c'était la Côte d'Ivoire purement traditionnelle qui était mise en avant, voilà, et même à la cérémonie d'ouverture,
beaucoup de personnes se posaient la question de savoir, ben, tiens, est-ce que présenter la Côte d'Ivoire comme ça, est-ce que ça peut parler à un maximum de personnes quand on sait que la jeunesse compose pour beaucoup la population de notre pays? Et voilà, moi je me dis que pour le coup, ça a été complètement rattrapé, on est rentré dans l'urbain et tout. Moi j'ai regardé avec des yeux pleins de rêves, avec des Est-ce que vous avez vu le désordre? Non, moi je n'ai pas vu de désordre en tout cas. Okay. Franchement, peut-être parce que j'ai regardé avec un œil de fanatique, moins peut-être avec un œil de professionnel. C'est cela. Très bien, très bien. Donc sur ça, on ne va pas forcément vous départager, les amis. Allons-y, évoluons quand même sur ce show. Vous avez parlé, on a parlé de la chorégraphie, ces jeux de lumière, etc. Comment vous avez trouvé justement le public qui est là? On a affiché 57 000. C'est quoi? Vous pensez que c'était juste bon? On aurait allé un peu plus haut? Enfin, c'est quoi votre analyse de la présence des supporters au stade? Quand on voit ce monde qui était dans l'enceinte du stade, on était au-delà des 55 000 spectateurs. Parce qu'au final, après avoir fait entrer tous ceux qui disposaient de tickets d'entrée, à un moment donné, eu égard à la pression du grand public qui était à l'extérieur du stade, les organisateurs ont dû être obligés de laisser l'entrée libre à tous et à toutes. Ah bon? Ah ben oui, à un moment donné, bien entendu. Et donc, on a vu un monde qui accourait un peu partout de l'extérieur du stade pour une entrée j'allais dire, ouverte, totalement ouverte à l'ensemble du public. Et donc, ce monde qu'on a vu là était au-delà des 57 000 personnes. Vous pensez? Il n'y avait même plus de place assise. Vous pensez aussi? Oui, je pense aussi. Il n'y avait même pas de place assise. Je crois que ce sont les compteurs de la CAF officiellement présents là. Mais je crois qu'il n'y avait aucune place assise. Ce n'était pas comme à la cérémonie d'ouverture où on a vu carrément des sièges vides. Il n'y avait personne. Vraiment, c'était un stade carrément... Mais de là à penser que ça dépasse les 57 000 annoncés, c'est là pourquoi on vous interroge. Mais la capacité du stade, 60 000. Donc, si on dit qu'il n'y a plus de place assise, on estime qu'on peut avoisiner cela. Alors, Élisée Boloube, est-ce que vous en accordez? Déjà, Élisée, allons sur l'inquiétude. Il y avait une inquiétude avant-match. Il y a pas mal de personnes sur les réseaux qui disaient « je cherche des tickets », qui envoyaient des gens avec des ordinateurs qui cherchaient le réseau pour avoir... Et là, on se retrouve avec un stade qui est quasiment plein. Non, mais qui est totalement plein. Qu'est-ce que je dis quasiment? Non, la question... je note juste quand j'ai vu le stade, hein, je comprends juste que les Ivoiriens, ils aiment vraiment, excusez-moi du terme, mais souvent un peu exagéré. Comment ça? Parce qu'il y a beaucoup qui sont assis dans ce stade-là, qui disaient qu'ils n'avaient pas de ticket. Oui. Beaucoup qui sont assis dans ce stade-là. J'en connais certains. Jusqu'à la veille, mais qui disaient qu'ils n'avaient pas de ticket, qui cherchaient des tickets. Donc voilà, c'est une réalité. Parce que tout le monde aussi voulait être témoin, témoin oculaire de cette finale historique. Mais je pense que pour moi, il ne faut pas aussi exagérer. Parce qu'on n'a pas, on n'a pas pris la peine d'aller vérifier si chaque siège était forcément occupé. C'est ça. Parce que déjà, le système mis en place par la CAF, c'est un peu difficile de donner un chiffre qui n'est pas le réel. Parce qu'il faut marquer déjà avant de rentrer dans le stade. Donc, dès que tu vois que ça compte, c'est un prompteur qui compte tous ceux qui passent en fait. Donc, du coup, ça sera difficile que le prompteur te dise 57 alors qu'il y a 60 000 qui sont rentrés. Même avec l'entrée libre dont Marus parle. À un certain moment. Ouais. Mais non, mais ce que vous avez pu voir, on a l'information, hein, ce que vous avez pu voir, c'est qu'à un moment, le service de sécurité sur un des pans du stade était débordé. Et donc, il y a des gens qui ont forcé une entrée. Donc, les gens ont couru. Mais c'était, enfin, il me semble qu'officiellement, ce n'était pas une ouverture des portes. C'est suite à une bousculade qui a été très vite. Hein, ça n'a même pas duré 10 minutes. Et les forces de l'ordre ont rapidement colmaté la brèche. Donc, ce n'était pas une ouverture. Parce que je crains qu'une ouverture comme ça, ça ne fasse, j'allais dire... part d'une levée de bouclier de la part de la CAF, parce que la CAF tient à ce qu'il n'y ait pas de bousculade, ni des palabres, ni des stades surchargés non plus. Mais déjà, très bien. Déjà même au-delà de ça, il faut, et pour ceux qui quand même ont l'habitude, je dis qu'ils ont l'habitude de voir un peu le chef de l'État se déplacer dans certains endroits, le dispositif, c'est difficile de pouvoir le forcer. Honnêtement dit, ça peut arriver, comme il a dit, peut-être qu'il y a certains vraiment sous la pression qui ont pu trouver une petite faille, mais je parie que ça a été très vite circonscrit. Mais parce qu'il y a des niveaux de sécurité à lesquels vraiment les gens s'amusent. Parce que quand le était là et ses invités, ça va être un peu difficile. Alors, regardons aussi, c'est vrai que quand il y a un spectateur, parlons aussi un peu de la sécurité. Alors, sur ce match-là, on n'a pas eu de challenge, on n'a pas eu de bousculade, on n'a pas eu de personnes qui faisaient un peu des rififi dans les gradins. Herman? Mais moi, je pense que c'est aussi une des réussites de cette CAN, hein,
depuis le début, on s'inquiétait ici et bien avant que le spectacle, le tournoi, la compétition ne commence. Mais après, on a vu que le dispositif de sécurité a toujours pu mieux gérer, bien gérer les différents matchs, que ce soit à San Pedro, à Coro et partout. On a vu ça. Moi, je pense que pour celle, et puis pour la finale, les gens s'attendaient à ce que la sécurité soit au top. Donc, moi, je crois que à ce niveau-là, il n'y a pas eu d'inquiétude. Et c'est carrément même dans la ville. Hein, on n'a pas eu trop de problèmes de sécurité. Même, ça a été bien sécurisé. Donc, satisfait de ce côté-là. Autre point, peut-être que vous voulez souligner? Non, à ce niveau-là, il faut vraiment tirer notre chapeau à nos forces de l'ordre, à la direction générale de la police nationale, au haut commandement de la gendarmerie et même à l'armée ivoirienne qui sont venus en renfort donc, à leurs frères d'armes. Et je puis vous assurer que sur l'ensemble du territoire national où les compétitions ont eu lieu tant, comme le disait Herman, à Yamoussoukro, à Bouaké, à San Pedro et à Korogo, qu'à Abidjan, eh bien, les forces de l'ordre ont joué un rôle prépondérant, empêchant justement des bousculades et pouvant entraîner une multitude de situations dommageables. On a dit, on commence à faire tourner les satisfaits. On termine la CAN, hein, c'est une forme de bilan. Avant d'entrer justement aussi dans tout ce qu'on va apprécier sur la prestation des éléphants, niveau organisation, implication des autorités, la façon dont tout ça a été embrassé, il faut qu'on en parle. D'entrée, je vous parlais de l'implication du président de la République, mais c'est vraiment de tout l'État. Il faut qu'on en parle maintenant pour que vous nous donniez, est-ce qu'il y a les bons et les mauvais points à distribuer à ce niveau-là. Comment vous jugez l'organisation globale, les amis? Élisée Boloube, les personnalités politiques ont été à côté des éléphants, faisant des postes sur le terrain, les encourager. Comment est-ce que vous appréciez leur participation tout au long de cette compétition et même pour hier? D'accord. Déjà, avant qu'on arrive aux personnalités politiques, permettez-moi juste de répondre à la question d'André. Moi, de façon globale, hein, sur l'ensemble de la compétition, je pense que la Côte d'Ivoire mérite d'être fière ce soir. C'est-à-dire que l'ensemble des Ivoiriens, vous savez, avant que cette CAN-là ne démarre, je parie que beaucoup de personnes qui vivent loin de la Côte d'Ivoire et qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, ou du moins qui savent la Côte d'Ivoire à travers ce que les médias disent, se sont fait une réelle opinion de la Côte d'Ivoire après la CAN. Tout partout, tous ont été unanimes à reconnaître. J'ai suivi des chaînes à l'étranger, des chaînes de plusieurs pays. Tous ont été unanimes à reconnaître que sur l'aspect hospitalité, il n'y a aucune... En tout cas, la Côte d'Ivoire a relevé le défi. Dans toutes les rues, les Ivoiriens étaient très disponibles. En tout cas, sur l'aspect hospitalité, il n'y avait rien à dire. Sur l'aspect organisationnellement en tant que tel, c'est-à-dire, je vais dire au niveau des stades, les équipes et eux-mêmes, mais on a même vu des témoignages des footballeurs qui ont dit que vraiment les conditions même dans lesquelles ils étaient, vraiment c'est des conditions qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir. Donc c'est dit que la Côte d'Ivoire a mis les petits plats dans les grands. C'est vrai, il y a eu un moment, ce qui a failli être pour moi un peu comme la fausse note, c'est la question de la billetterie. On tentait un nouveau système qui n'avait jamais existé. On a vu des faiblesses, on a vu des failles, mais je pense que la CAF et probablement les autres pays qui vont suivre l'organisation en tireront les leçons et c'est des choses qu'on va pouvoir corriger. Mais sinon, dans l'ensemble, honnêtement dit, je crois que les Ivoiriens méritent d'être fiers d'eux, fiers de leur pays, fiers de leurs dirigeants et puis vraiment fiers de la mentalité qu'ils ont et de cette réputation aujourd'hui qui a jailli à travers le monde de ce que ça reste un pays hospitalier. Je disais à quelqu'un pour terminer, à un Camerounais avec qui j'échangeais, à une famille camerounaise avec qui j'échangeais, qui vantait l'hospitalité. Je leur ai dit, mais est-ce que vous savez l'hymne national de la Côte d'Ivoire? Et j'ai pris chaque phrase de l'hymne national. Je vous assure que quand j'ai fini, ils étaient pratiquement en larmes parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont jamais pris la peine d'écouter l'hymne national, mais tout y est. Ils comprennent pourquoi les Ivoiriens sont comme ça. Exactement. Le pays de l'hospitalité. Vraiment, merci à tous les Ivoiriens. Merci, Élisée. Justement, Herman, permettez, avant de revenir, pour parler des personnalités sportives, ce n'est pas une personnalité sportive, mais André en parlait à l'entame. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse regarder un peu comment est-ce que ça s'est passé hier. On parle de son Excellence, le Président de la République. Son arrivée au stade, la joie. Même pendant le but, même après le but, on a senti qu'il n'était pas découragé, qu'il était là, joyeux, on a vu son émotion. Enfin, comment est-ce que vous analysez tout ceci, Marius Komoé? Il faut dire que le président de la République a déjà vu des vertes et des pas mûres de toute sa carrière professionnelle en tant qu'un fonctionnaire international. Ensuite, en tant que leader politique ivoirien, dans l'opposition, jusqu'à son accession au pouvoir, il en a vu vraiment des vertes et des pas mûres. Et donc, une situation d'une telle envergure, engageant son pays à une compétition aussi importante comme la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ne devrait pas le faire tressaillir outre mesure face au premier but du Nigeria, parce qu'il était totalement serein. Dès l'entame de cette compétition,
il le disait, un homme très averti, eh bien, il n'y a jamais 2 sans 3. Et donc, il était convaincu que cette 3e canne, pour ne pas dire cette 3e étoile, serait collée donc au maillot des pachydermes ivoiriens. Et donc, c'est à juste titre qu'après, d'abord, son arrivée était une arrivée triomphale, une arrivée de célébration d'un leader politique national et sous-régional reconnu parmi ses pairs. Non, je le dis pas en tant que leader d'opinion, c'est ce qu'il est. Non, je veux vous relancer là-dessus. Et ne pas le reconnaître, c'est faire preuve de malhonnêteté intellectuelle. Mais Marius Komoué, est-ce que justement, posons-nous la question là-dessus, est-ce que cette arrivée triomphale est vraiment la résultante de cette organisation qu'il voulait la meilleure jamais organisée? Est-ce que c'était une reconnaissance de ça plutôt qu'un soutien à un homme politique? Non, écoutez, l'organisation a été confiée à un organisme national, qui est le COCAN. Eh bien, les moyens ont été donnés donc à cet organisme par l'État de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, le Premier ministre ivoirien s'est impliqué en dernière minute par rapport à la question de la billetterie. Et puis, même s'il y a eu encore des graissements dedans, on s'est rendu compte que l'organisation a changé à un moment donné de la plus belle manière. Et donc, par rapport à l'arrivée du chef de l'État, eh bien, le COCAN a mis les petits plats dans les grands plats, de sorte à ne pas avoir de défaillance, de sorte à ne pas vraiment faillir. Et je pense que là encore, il faut féliciter le ministre Amichia et tous ses collaborateurs qui ont fait un grand travail. Très bien, merci. Alors, Herman Abou, on rappelle que toujours pour regarder un peu le profil des personnalités politiques, on parle de son excellence du président de la République. Lorsqu'on a pris le 4-0, c'était le déluge, mais il a fait un message, nous sommes déçus, mais on sait qu'on dira, voilà, il a encouragé les éléphants. Oui, moi je pense que, je prends juste, il y a une image qui est très symbolique, qui peut exprimer, résumer un peu l'état d'esprit du président aux côtés de son équipe, même aux côtés de toute l'organisation. L'image où il saisit à l'air, il est tout en pleurs, tout ému. Oui. Bon, il a écrasé quelques larmes. Vous pensez, vous en êtes convaincu? On l'a vu. De toute façon, c'est quelqu'un qui est il est émotionnel. Si des questions-là, il n'arrive pas à cacher ses émotions. Il voulait cette canne. Il voulait montrer aux gens. Voilà l'image. Il voulait montrer aux gens qu'on pouvait le faire. Et au-delà de cette 3e étoile, comprenez-moi, je ne crois pas que ça soit forcément l'objectif pour lui. L'objectif, c'est que la Côte d'Ivoire réussisse son pari d'organiser, d'offrir cette canne-là, faire de ça un pays d'hospitalité. Tout à l'heure, Élysée parlait de pays d'hospitalité. Ce n'était même pas un défi, il parlait de défi. L'hospitalité, pour les Ivoiriens, ce n'est même pas un défi. C'est quelque chose, c'est comme les Ivoiriens le disent, c'est notre comme ça. Et ça est dans notre ADN. Donc, on n'a fait que faire montre de ce que l'extérioriser, faire montre de ce qu'on sait faire. Donc je pense que le président Alassane aujourd'hui, bon, c'est un bon point pour lui et il a bien réussi sa canne. On lui dit bravo. Les Ivoiriens aujourd'hui sont fiers parce qu'il a permis avec ses infrastructures et tout cela qu'on ait cette canne-là qu'on a proposée au monde entier. Très bien. Élysée et ensuite Gérard. Élysée s'est exprimé ou pas? Il s'est exprimé? Pas encore. Sur le point des personnalités politiques. Tu aimes peut-être l'entendre, mais il s'est exprimé. Il peut encore. D'accord, écoutez, je pense qu'alors Gérard... Oui, en fait, ce que je veux dire, moi, en quelques secondes, c'est que le président, en tout cas, s'est impliqué, très sincèrement, dans non seulement l'organisation, mais aussi dans la réussite de cet événement majeur. Voilà. En témoigne aussi la somme qui donc a été allouée pour l'organisation de cet événement. Quand même, c'est 1 milliard de dollars. Nous sommes autour de 600 et quelques milliards de francs CFA. Moi, je vous ai dit 1000 milliards. Allez-y comprendre ce que c'est, en fait. C'est-à-dire qu'il accorde beaucoup d'importance à cet événement. On sait que le sport est extrêmement fédérateur. Voilà, et qu'on adhère à la chose, eh bien, le chef de l'État, puisque c'est lui qui donne le là lui-même, tu vois. Et vous le disiez tantôt, quand on sort des 4-0, il n'a pas une expression que de dire, tiens, il y a de l'espoir. Et puis finalement, ça va, la Côte d'Ivoire, aller au bout de son rêve. Très bien. Très bien, merci les amis pour ce tour-là au niveau de l'organisation. Rentrons tout de suite là, après on parlera de la parade en terminant l'émission. Rentrons tout de suite dans la rencontre avec... comment vous avez réagi quand vous avez vu le 11 de Faye, sachant que Faye, depuis son arrivée donc à la tête des éléphants, justement avait des idées très claires qu'il a démontré, il a changé les pions qui étaient là sous Gassé. Comment vous avez réagi quand vous avez vu ce 11 entrant, Herman ?
Ok. Ah, pardon. Mais moi, je pense qu'au niveau du 11, je m'attendais à tout le monde sauf à Serge Aurier. Pourquoi? J'avoue que je misais beaucoup plus sur Senghor dès le départ. Parce qu'on a vu lors des derniers matchs, j'ai vu que quand même, il y a certains buts que les Ivoiriens ont pris. Je pense que ça venait quand même de certaines petites erreurs de Serge Aurier et que Senghor avait pu rattraper par la suite. Oui, mais est-ce que Serge Aurier n'a pas une expérience de la CAN? Oui, on pourrait le dire, mais bon, dans tous les cas, aujourd'hui, ça fonctionnait. Il faut regarder même le but qu'on prend. C'est parce que Serge Aurier n'a pas pu être à temps dans le timing. Il a été surpris un peu par Ekong et que ce but-là est parti. Est-ce qu'on peut revoir le but au niveau de la réalisation? Dans tous les cas, Serge Aurier aussi a réussi à contenir d'autres défenseurs dans le jeu. Mais bon, je dis, deux profils, j'aurais préféré Senghor. Vous, il n'y avait que Serge Aurier qui a posé problème. Oui, Marius. En ce qui me concerne, j'avoue que j'ai eu quelques appréhensions lorsque j'ai vu notre ami Kosonou tout de suite partir pour les 45 premières minutes, eu égard au déconvenu de ce dernier face au Mali. Vraiment, j'avais des appréhensions, mais c'est le joueur qui m'a le plus impressionné par sa vivacité. Il a pu jouer un match propre, un match de référence, justifiant donc les raisons de son alignement dès les 45 premières minutes. Et véritablement, il a été un meilleur des éléphants au cours de cette finale. Mais au-delà de ce dernier, j'aurais bien voulu qu'en lieu et place également de Serge Aurier, on puisse naturellement, j'aurais bien voulu que le coach Faye aligne un Singo qui a fait très bonne impression comparativement. Parce que d'ailleurs, même quand vous regardez le but du capitaine nigérien, il monte plus haut que Serge Aurier, qui n'est pas plus grand détail que lui. Et donc, encore une fois, la dernière fois, avec le centre de Sadio Mané, qui a permis au Sénégal de le marquer, c'est sous un petit moment, avec un petit moment de distraction d'Aurier qui parlait à un coéquipier, que Sadio a pu centrer et la balle a été repoussée dans le filet. Et là encore, c'est encore par un corner. Aurier a sauté moins haut que le défenseur nigérien qui a pu catapulter de la tête dans le filet. Commençons par Élisée Boloube. Le 11 départ était-il rassurant pour vous ou il y avait une ou deux pièces qui, selon vous, n'avaient pas leur place sur le terrain? Non, moi, je pense honnêtement, ils l'ont dit, que dans le 11 entrant, l'un des maillons qui semblait, en tout cas pour la plupart des Ivoiriens, être un peu le maillon faible, c'était effectivement Serge Aurier. Bon, à côté de Serge Aurier, moi, j'ai aussi noté la présence de Max-Alain Gradel. C'est vrai qu'ils ont tous deux de l'expérience, ils sont beaucoup. Mais quand on regarde un peu le match d'avant, la rencontre d'avant, je me dis qu'on aurait pu... Face à la République démocratique du Congo, on aurait pu déjà tester en entame de notre rencontre avec d'autres jeunes qui avaient beaucoup plus envie, qui avaient beaucoup plus de fougue. Maintenant... Mais Gradel a été quand même décisif. Oui, parce que c'est lui qui envoie le but. Oui, mais vous savez, je suis d'avis avec. Mais vous savez, tant que vous n'avez pas vu un joueur sur le terrain et que l'autre a joué les décisifs, peut-être qu'il vous dit que si on avait eu un autre jeune, on n'aurait pas eu 3-4 buts. On ne sait pas. Voilà, donc sur cette base-là aussi, parce que moi je vais sur la base aussi des joueurs en forme du moment. Quand vous prenez le 11 de la Côte d'Ivoire et que vous les ramenez dans leur club, vous verrez qu'il y a pratiquement 9 qui sont titulaires. Donc, attendez, donc en ce cas, vous auriez aimé poste pour poste qui est Diakité là-bas? C'est ça. On aurait pu entamer la rencontre avec Diakité. Moi, je pense qu'on aurait pu entamer la rencontre avec Diakité. Sur le 11 de départ, Gérard Tolman. Ouais, 11 de départ très cohérent d'ailleurs de la part du coach, fidèle à son système. C'est vrai qu'après, quand Faye Mers fait ses compositions d'équipe, là, dans un premier temps, sur certains éléments, on a du mal à comprendre. Mais après, sur la longueur, sur la durée du match, on comprend tout de suite pourquoi il fait tel ou tel choix. Effectivement, Serge Aurier, on l'aime beaucoup, mais on avait un tout petit peu peur, vu la malice de l'ami Victor Osimhen, vu que c'est quelqu'un qui aime aller au contact du défenseur. On s'est dit que tiens, ça allait devenir très, très, très compliqué pour Aurier. Bon, il a réussi quand même, dans la mesure de ses moyens, à contenir Victor Osimhen. Il n'a pris un carton jaune que sur une action qui n'a rien à voir avec Victor Osimhen. Et puis derrière, le coach aussi sent très rapidement
qu'à un moment donné, il va falloir qu'il le sorte, parce que s'il restait là, ça allait devenir compliqué. Il le sort là à la 70e. Sinon, globalement, moi, je crois qu'il est très cohérent dans sa composition d'équipe. L'ami Faye Emers, et puis bon, tout le monde joue le rôle qui est le sien à chaque fois qu'appel lui est fait. Très bien, donc on va rapidement commenter, on a 2-3 minutes pour commenter le début de la rencontre des éléphants et des Super Eagles. Comment vous avez trouvé l'entrée donc de nos pachydermes, donc de ces éléphants dans cette rencontre, Élisée Boloubeu? Ben moi, j'ai trouvé que les éléphants sont bien entrés dans le match. En tout cas, ils avaient le pied sur le ballon, ils déroulaient bien leur jeu. J'estime pour ma part même que le but est un but qui est venu contre le coup du jeu. Voilà, c'est un but qui est venu contre le coup du jeu. Et ce qui m'a surtout plu, c'est que même quand ils ont encaissé le but, à aucun moment on a senti en fait le doute, le découragement au niveau des Ivoiriens. C'est pourquoi je dis que depuis cette histoire de, je dis, Yam Sokoro avec le Sénégal, quelque chose s'est passé dans notre équipe. Quelque chose vraiment, et dans la mentalité des Ivoiriens. Ils venaient de prendre un but, parce que ça n'arrive pas très facilement. Vous dominez et puis vous prenez un but contre le coup du jeu. Souvent, ça refroidit. Mais les éléphants sont repartis comme de plus belles. Et tout ça, quand vous regardez les proportions du ballon, on les a dominés. On a dominé le Nigeria. Ça veut dire vraiment la victoire est une victoire méritée. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut saluer. Très bien. Gérard? Oui. OK. Moi, je crois que le Nigeria, franchement, on a pris un ascendant psychologique sur eux. Et je crois qu'à un moment donné, ils sont arrivés à la limite de ce qu'ils pouvaient complètement produire. Parce que quand on regarde les éléphants qui acculent les Nigériens, ils ont reculé. Ils sont dans un bloc complètement bas, dans un 4-2-3-1. Voilà, c'est pour dire que, écoutez, nous, on est venu là, on est venu défendre. Et puis, à un moment donné, si on a une occasion plus victoire, qui pique, nous, on est tranquille, on boucle derrière. Mais les éléphants ont été très, très entreprenants. N'eût été un peu la maladresse de nos attaquants. Je crois qu'en première mi-temps, on aurait dû planter au moins 2 buts. Voilà. Donc, ça a été une belle entame de match. Herman, pour vous, le match est déjoué à quelle partie? Moi, je pense que les Super Eagles ont fait tout le calcul possible. Ils n'ont pas pensé à la carte Adingra. Parce qu'Adingra, aujourd'hui, je peux le dire que quand on regarde ce match, c'est lui qui a bousculé le côté gauche. Le meilleur défenseur nigérien. Comme s'il jouait, ne pas se dire que c'est un meilleur défenseur, il ne sait pas qui est là. Dans tous les cas, il fallait l'enlever. Et à chaque fois, il leur a créé des problèmes. Même défensivement, il venait aider. Donc moi, je pense que cette carte Adingra, ils n'ont pas. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le véritable problème pour eux. Mais d'où il sort ce petit-là? Vous dites que la titularisation d'Adingra au début a complètement fragilisé on va dire l'organisation tactique mise en place par Pesero du Nigeria. Je voudrais rappeler quand même, vous êtes nombreux à nous regarder, passez le message autour de vos amis, ou bien sûr vous regardez sur votre téléphone pendant que vous êtes dans le périmètre du stade. Sachez que le stade Félix-Houphouët-Boigny est complètement plein à craquer. Vaut mieux ne pas s'y rendre, vu que de toutes les façons, c'est un stade qui a été reconditionné pour prendre que 26 000 passionnés du foot et des éléphants. Donc, il y a des écrans partout, vous pouvez voir donc le concert et les éléphants qui sont en train d'être félicités. En tous les cas, nous, c'était donc un premier point qu'on voulait faire avec nos camarades ici sur le plateau. On revient sur comment vous appelez ça, la partie forte avec le but, les réactions des joueurs. La troisième réaction, c'est bien sûr la remise du trophée et tous les autres. Et la parade à Abidjan. On en parle, évidemment. On pourra avoir un mot sur toutes ces chansons-là, qui étaient des chansons aussi prémonitoires. On en entend une, ça nous fait tellement plaisir. Oui, bien sûr. Et on fait une pause et on revient. Alors, on fait une pause et on revient. On a envie vraiment de danser ici. Là. La fête se poursuit. Quelqu'un ferait ça. En réalité, la fête se poursuit du côté du stade Félix-Houphouët-Boigny. On verra des images pour vous qui êtes avec nous en train de débattre, de réfléchir sur cette CAN. Les conditions dans lesquelles on a, finalement on oublie d'être journaliste un peu impartiaux, mais en tout cas les conditions dans lesquelles les éléphants ont gagné cette compétition, on en parle avec vous. Mais en même temps on les voit, si on a quelques images sur lesquelles on peut placer quelques commentaires, on peut voir ce qui se passe en ce moment au stade Félix-Houphouët-Boigny. Abidjan a célébré ses champions, voilà les images qu'on voit, ils sont dans le camion parade, on les voit arriver, les supporters ne se lassent pas d'apprécier ce cadeau qui leur a été offert par ces éléphants-là
qui vraiment ont été dans l'abnégation du premier jour, même si on pense que cela n'avait pas donné les premiers fruits, mais c'est arrivé un peu plus tard, grâce au Maroc, grâce à Faye Mers qui est rentré dans la danse, grâce aussi à quelqu'un, on n'en parle pas, à Guy Demel et à Alain Guaméné. On n'imagine pas l'apport qu'ils ont parce que c'est un staff soudé, un staff local. Oui, je sais, Élisée. Non, Quadio aussi. Quadio, le préparateur physique, exactement. Élisée, je sais que le national est la chose en ce moment qu'on doit plébisciter, mais il faut reconnaître vraiment, les amis, arriver à complètement changer le visage de ces éléphants et on en est tous heureux. Et voilà la mascotte, cette terrible mascotte. Qui a des pas de danse incroyables. André, dans un stade plein comme neuf, le Félicia est plein. C'est incroyable, les Ivoiriens ont attendu jusqu'à ce que la parade finisse. Et ils étaient déjà là-bas, forcément. La parade qui a pris le temps, depuis 15 heures, ils ont quitté la Maison Palmier. Ils ont fait le tour et là, ils sont au stade, au Félicia. Et le peuple de Côte d'Ivoire est en joie. Alors, ceux qui sont ivoiriens, qui sont de la diaspora, et même ceux qui aiment la Côte d'Ivoire sont heureux de ces moments fous de la nation ivoirienne. Ils sont heureux, mais ils doivent comprendre avec nous-mêmes que tout ça, c'est dénoué ou c'est noué, c'est selon, lors d'une rencontre de 90 minutes. Et on en parlait juste avant de nous séparer. Ce but de William Troost-Ekong, le meilleur joueur de la compétition. Parlons-en. Après ce but, ou au moment où ce but arrive, vous avez dit, Élisée, qu'on n'a pas senti les éléphants douter en sortie de deuxième mi-temps. Finalement, qu'est-ce qui pouvait fonder l'espérance que les éléphants pouvaient encore renverser la situation? Parce qu'on se dit, à un moment, ça va s'arrêter, quoi. Qu'est-ce qui pouvait vous faire croire, très cher Herman, que les éléphants pouvaient renverser la situation d'un point de vue de ce que vous observiez sur le terrain? Non, mais bon, je pense que quand on regarde les matchs d'avant, auparavant, on peut se dire que les Ivoiriens, les éléphants, souvent quand ils prennent un but, ils sont un peu découragés. Mais ce qu'on a vu depuis la fin de phase de poule, lorsqu'ils sont partis déjà avec le Sénégal, c'est qu'on a vu, Élisée l'a dit, ils ont une certaine constance, une certaine sérénité, malgré les buts qu'ils perdent. Aller jusqu'à battre le Mali à la dernière minute, donc nous en tout cas, ils ont donné cette force-là aux Ivoiriens de croire, aux supporters. Tout le monde savait que les Ivoiriens pouvaient aller. Surtout que sur l'aire de jeu, ce sont eux qui occupaient tout l'espace, qui dominaient le match. Donc forcément, on sentait qu'ils avaient quelque chose et qu'ils pouvaient aller jusqu'à aller même battre encore, marquer, retirer et battre. Alors Gérard, on sait que c'est 90 minutes. Hein. Hier, par exemple, on allait au-delà. Hein. Il y avait 7 minutes de plus. Mais personne ne voyait en tout cas les prolongations, vu la densité du jeu que donnaient les Ivoiriens. À quel moment, Gérard, et je posais la question avant qu'on aille à la pause, à quel moment on s'est dit qu'on le sentait, ce but de Kessié, et après le second, le coup de patte de Haller? Déjà, ce que je voudrais dire, autant le match contre le Mali, on sentait beaucoup de tension, déjà, nerveusement, dans l'atmosphère. Les matchs contre la RDC en demi-finale, on sentait une certaine sérénité, un certain calme, très olympien d'ailleurs de la part des éléphants. Ainsi, il en a été aussi pour hier. Les éléphants étaient très, très sereins. Et le public aussi a été pour quelque chose. D'habitude, quand on marquait les éléphants, bon, allez, le public faisait une moue assez bizarre. Mais hier, par contre, quand on a marqué les éléphants, le public était là à encourager. Ça aussi, ça a décuplé vraiment les forces des Ivoiriens qui se sont dit, tiens, quelque chose peut se passer. Puis, juste après, quand on encaisse le but à la 38e, le Nigeria, déjà, a commencé à revoir, en tout cas, son jeu. A commencé à faire les premiers changements. Est-ce que finalement, comme on dit à revoir, est-ce que le Nigeria n'était pas venu avec l'idée de planter justement un but et de se recroqueviller le poteau? C'était une erreur de leur part. Effectivement, parce que quand on voit déjà, ils nous plantent le but à la 38e, à la 56e, ils font déjà les premiers remplacements pour revoir un peu leur système tactique. Pour eux, ils se sont dit, voilà, écoutez, ces Ivoiriens, on les a déjà battus en match de poule. Là, on les mène 1-0. C'est la finale, c'est sûr qu'ils vont se comporter comme ils s'étaient comportés lors du match de poule. Mal leur en a pris. Parce qu'effectivement, désormais, la Côte d'Ivoire, c'est jusqu'au bout du bout, avec un mental, franchement, je veux dire, complètement boosté, qui croit que c'est possible.
Parce que quand il nous marque, là, on commence encore à développer, à jouer sur le côté, à jouer sur la verticalité, ça a créé ce que ça a créé. Très bien. Observons maintenant ce but égalisateur de Kessié. Cette tête, le coup franc a été tiré déjà. Corner. C'est un corner. Corner de Adingra. De la gauche. Voilà, de la gauche. Et comment est-ce qu'on arrive à avoir cette tête-là, plongeante, qui trompe le gardien? J'avais l'impression que le gardien allait prendre la balle, hein, mais ça a été incroyable. Comment on arrive à marquer comme ça, Élisée? Bon, je pense déjà qu'il faut féliciter Kessié, parce que Kessié allait chercher vraiment le but. Bah oui, il a placé pensé, cette tête-là et puis en tête piquée encore, Oui. il allait vraiment chercher le but. Et je crois que c'est le couronnement quand même d'un gros match qu'a livré Kessié. C'est vrai que au début de la compétition, il faisait partie des personnes les plus critiquées, des joueurs les plus critiqués de la sélection. Mais tout porte à croire que Kessié, quand on le critique, c'est là qu'il élève son niveau. Parce que je me rappelle d'un match, même le match amical face au Maroc, quand on avait joué au stade Félix Houphouët-Boigny, à un moment donné, toute la foule a commencé à crier Kessié dehors. Et c'est ce qu'il ne fallait pas dire, parce qu'après, quand il est revenu, c'était un autre Kessié qu'on a découvert. Donc, il allait déjà chercher le but. Mais ça s'explique un peu parce que quand vous voyez, en fait, le but, il a pratiquement côtoyé le montant. C'est pas facile pour un gardien, en fait, qui déjà est pratiquement au milieu du poteau, ou vers le premier poteau, de pouvoir étendre sa main jusqu'à aller là-bas. Et surtout qu'on n'avait même pas vu Kessié venir. Parce que dans le dispositif, quand vous regardez bien, Kessié, il est revenu, il est venu Mais le gardien a suivi quand même. C'est ce que je dis, mais c'était juste à côté du montant. C'était juste à côté du montant. Donc c'est un peu difficile pour le gardien de pouvoir aller dessus. Et ça, c'est vraiment, je voulais féliciter Kessié, parce qu'il fallait y croire, il fallait de la détermination pour aller chercher ce ballon-là et l'envoyer là où il a placé. Est-ce qu'au moment où, une fois qu'on a marqué ce but, ça, ce sera pour vous, Marius Komoué, une fois qu'on a marqué ce but-là, comment les Ivoiriens se disent qu'il faut encore presser pour y aller, parce qu'il y avait vraiment cette volonté de ne pas aller au tir au but, parce que nous, on n'a connu que des finales, en tout cas pas celle-là, en tout cas nos 4 finales précédentes, on était allé jusqu'à la 120e minute. Et là, il y avait une vraie volonté ou pas, ça se ressentait dans le jeu des joueurs de ne pas aller au tir au but. En tout cas, la prolongation. C'est ça. Non, mais c'est clair. Dès l'entame du jeu, vous avez compris tout de suite que les Ivoiriens avaient le pied sur le ballon. Ils faisaient une meilleure circulation du ballon. Ils avaient une meilleure occupation de l'aire de jeu. Et donc, c'est tout logiquement que les Ivoiriens et les 80 pays qui suivent cette rencontre, pour plus d'1 milliard de téléspectateurs, attendaient l'ouverture de score par l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est contre le cours de jeu, comme l'ont dit mes prédécesseurs, que la Côte d'Ivoire a pris donc ce but assassin sur un corner nigérien. Et donc, de la tête, le capitaine nigérien catapultait le cuit dans les filets de notre jeune Yaya. N'empêche que, malgré ce but encaissé, les Ivoiriens vont faire montre de détermination. C'est là qu'est ressortie la témérité. C'est ça que nous avons appris donc, de cette équipe nationale, l'engagement, la témérité, la volonté manifeste d'atteindre un objectif. Et l'objectif a été atteint sur ce corner d'Adingra, catapulté de la tête par notre cher ami Kessié. Réagissez sur le but de Kessié, justement. Et aussi, enchaînons sur justement le but de Haller, qui va justement arriver plus tard. C'est ça. Bon, 20 déjà, minutes plus tard. OK, le but de Kessié, franchement, il allait le chercher. Parce que autant Trostekong a pris de la hauteur sur Serge Aurier pour le but nigérian, autant lui aussi, autant Kessié a pris aussi de la hauteur sur son défenseur, sur son vis-à-vis. Voilà, justement, et il est... Tu vois, quand il fait le geste là, c'est justement pour ça que moi j'ai dit, il a catapulté. Regardez, voilà, on voit il a catapulté le but. C'est une vraie catapulte. Il a catapulté le cuir. Voilà, le cuir dans les filets de Noabali, qui ne pouvait absolument rien faire. On se souvient aussi que Haller, dans ce match-là, voulait très franchement aussi se racheter. Parlons de ça. Voilà, il voulait très franchement se racheter. Racheter, pourquoi vous parlez de rachat? Pourquoi il avait déjà marqué en demi-finale. Oui, il n'y a pas de souci, mais il y a eu, je crois, deux occasions nettes avant son but qu'il devait transformer, normalement, qu'il devait et même Kessié. Il y a son retourné. Voilà, le retourné, s'il était légèrement un peu, s'il était, comment dire... un peu plus droit. Un peu démarqué vers la gauche. Voilà. Il y a ce but-là magnifique qu'il aurait pu marquer face à la République démocratique. Exactement. Voilà, il y a tout ça. Donc je me dis, puisqu'il a loupé ça, et c'est pourquoi dans sa célébration, on a vu aussi qu'il était... juste un peu tranquille, il s'est dit... Mais il est toujours comme ça. Voilà, j'ai fait le job, j'ai fait ce qui m'a été demandé. Mais c'est un but comme... moi, je pourrais dire que c'est un but
complètement zlatanesque en fait. Ça me rappelle un but de Zlatan Ibrahimovic en championnat français. Mais lui, il l'a fait plutôt dans une petite aile de pigeon ou scorpion décollé. Par contre, l'ami Haller, lui, l'a fait avec soit le bout de la semelle ou l'avant de la semelle. En tout cas, ça va dépendre. En tout cas, Haller, ces buts doivent être exploités ou étudiés voilà, dans les écoles de foot, parce que même celui qui l'a fait contre la République démocratique du Congo laisse sans voix. Okay. On n'a pas imaginé que cette balle rentrerait, mais bon, elle est rentrée. Haller fait du Haller, en fait. Mais n'oublions pas, s'il vous plaît, André, n'oublions pas le centre aussi d'Adingra. Oui. Franchement, c'est une merveille de centre. Ça, il ne faut pas l'oublier. Non seulement le centre, mais la façon dont il se débarrasse des défenseurs. Ça traverse toute la surface des réparations. Pour aller trouver la tête des caissiers, il fallait le faire. Alors, j'aimerais qu'on puisse s'intéresser, André, avec votre permission, à un duo ou un duel. Plutôt un duel, Ndika, Osimhen. C'est pas nouveau, hein, ils se connaissent très très bien. Comment est-ce que vous avez justement observé ces menaces ou cette tentative d'intimidation d'Osimhen, Élisée Boloube? Ah non, mais Osimhen, on le connaît, c'est un attaquant et ça c'est un peu l'attitude des attaquants quand ils sont face à des défenseurs. C'est toujours de vouloir intimider le défenseur, montrer au défenseur que quel que soit ce que vous allez faire, je peux trouver la faille. Mais vous me permettez à travers cette question-là de revenir un peu sur Ndika. Pour moi, c'est vraiment l'une des plus grosses satisfactions au niveau des éléphants. On faisait la comptabilité ce matin et je crois que c'est Ndika, Yaya Ndika et comment il s'appelle, Ghislain Konan, qui sont les trois qui ont été inamovibles. C'est-à-dire qu'on jouait tous les matchs, les 90 minutes jusqu'à maintenant, mais qui ont été impériales dans leur rôle, surtout Ndika. Et ça me permet vraiment de saluer Ndika parce que voici quelqu'un qui avait la possibilité, qui avait été coopté même par l'équipe du Cameroun, qui avait la possibilité d'aller à l'équipe du Cameroun, mais qui a décidé de venir en Côte d'Ivoire. Et si quand vous regardez, même la presse camerounaise, la presse européenne, beaucoup se sont posés des questions et même à la limite l'ont moqué pour dire mais tu vas dans une sélection où tu n'es pas sûr de pouvoir avoir des trophées. Mais il a dit qu'il veut jouer à la Côte d'Ivoire, qu'il va jouer avec la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, tous ceux qui pensaient qu'il allait venir dans une sélection où il était perdu pour un trophée, finalement, c'est lui qui brandit le trophée pour sa première sélection dans une équipe. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je tenais à relever. Puisque vous parlez de Ndika, est-ce que vous êtes étonné ou surpris? En tout cas, quelle est votre remarque face à nos confrères de Canal+, qui ont publié leur proposition d'Equity dans laquelle il n'est pas, il y a Trust et Kong, mais il y a Mbemba plutôt que Ndika sur le côté gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça honnêtement, quand j'ai vu ça, moi je suis tombé des nues. Hein. Je voudrais bien qu'on me donne exactement les critères qui permettent d'avoir les 11 sélectionnés. Parce que même si... Mais ça, ce n'est pas encore la CAF, hein, c'est la proposition de... Oui, la proposition à droite et à gauche. Trust et Kong, pour moi, il n'y a rien à dire. C'est vraiment, il a su voler la compétition. Il mérite sa place. Mais vraiment, c'était un capitaine exemplaire, il a été à la hauteur. C'était le meilleur joueur pour moi. Ça, il n'y a pas de discussion. Mais Chancel Mbemba, que je respecte beaucoup, très bon défenseur à l'Olympique de Marseille, mais Chancel Mbemba lui-même, vous allez lui dire qu'il a été plus qu'une Ndika, il va vous dire, mais vous rêvez. Parce qu'on a tous vu, on a regardé avec nos yeux, même sur les amateurs, quand même, vous ne pouvez pas me dire que Chancel Mbemba a été plus productif dans cette canne-là que Ndika. Il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Donc, comme ce n'est pas le 11 de la CAF, on attend de voir le 11 de la CAF. On est en train de parler maintenant des joueurs, Osimhen, Ndika et puis tous les autres. Votre avis là-dessus? Moi, c'est vrai qu'on est assez satisfait des performances de Ndika. Mais moi, je pense qu'on a aujourd'hui une défense. On a une défense. Quand tu vois Ghislain Konan, on voit Kosonou, on voit Ndika, il y a Boli même qui était... Voilà, on a une défense Senghor, n'oublions pas aussi. Senghor, donc je veux dire, vraiment, aujourd'hui, on parle de... notre gardien, il fait souvent des erreurs, mais il est serein parce qu'il a une défense qui règle les problèmes pour lui avant que ça ne lui parvienne. Donc moi, je pense qu'on a une défense aujourd'hui et ces jeunes-là, vraiment, ils ont pris la chose pour eux. On n'avait pas forcément cette défense-là qu'on a aujourd'hui. Moi, je pense que ils n'ont qu'à continuer de bosser comme ça. Je pense qu'avec eux, on peut aller aujourd'hui chercher même d'autres trophées encore, d'autres étoiles. Quels sont les joueurs au fur et à mesure qu'on en parle? Au-delà même d'avoir des joueurs dans chaque compartiment de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il faut dire tout simplement que l'État de Côte, pour ne pas dire la nation ivoirienne de football, a une équipe véritable de football. Une grande nation de football est née à travers ces jeunes
encadré par des caissiers, les doyens que sont par exemple Aurier et l'autre... Masgradel. Pardon? Masgradel. Masgradel, c'est le nom que je cherchais, merci. Et donc aujourd'hui, nous pouvons nous taguer d'avoir une véritable équipe. Et même avec la retraite qui s'apparaît, qui semble être évident pour un Masgradel et pour un Aurier, il n'en demeure pas moins de juger pour l'avenir que nous avons une équipe nationale capable de nous faire la pluie et le beau temps sur des compétitions internationales. Il revient justement aux responsables, j'allais dire au comité exécutif de la FIF, de maintenir la flamme, multiplier les matchs amicaux pour consolider nos acquis, de sorte à ce que justement cette équipe... Sur ça, ne vous en faites pas, il y a beaucoup de compétitions qui arrivent. On a les éliminatoires de la Coupe du Monde, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Est-ce que je dis donc les éliminatoires de la Coupe d'Afrique au Maroc, tout ça, ça arrive. Donc forcément, ils seront obligés de jouer et voir comment ils remplacent ceux qui vont probablement arrêter leur carrière. Est-ce qu'on va faire un petit tour au stade parce qu'on s'est rendu compte que les joueurs sont appelés un à un sur la pelouse parce qu'ils sortent du camion parade. Ils sont appelés un à un. On peut entendre l'ambiance ou pas du stade? On n'a pas l'ambiance. Oh là là, on est tellement... C'est pas grave, mais en tout cas, on voit bien que le peuple de Côte d'Ivoire ne se lasse pas. Les premiers appelés sont les trois portiers. Ils ont les déjà trois gardiens qui viennent d'être appelés. Voilà, c'est les premiers appelés, les trois gardiens. Et quand on vous appelle, vous allez au centre, justement. Et puis voilà, c'est magnifique. Le roc. Le mur plutôt. Le mur. Alors regardons un peu comment est-ce que Adingra, de son frêle corps, a joué des défenseurs camerounais qui étaient vraiment sur lui. Nigérians. Pardon, Nigérians plutôt. On voit bien, Bastien Ndika, dont on parlait, on voit bien qu'ils ont eu du mal avec Adingra. Ah oui. Élisée. Oui, vous savez, en fait, dans le football, il y a ceux-là, il y a deux catégories. Il y a ceux-là qui sont des talents innés, et puis il y a ceux-là qui sont devenus forts grâce au travail. C'est ça. Moi, je classe personnellement Adingra dans le talent inné. C'est un peu le Lionel Messi. Quand vous regardez les Adingra, pour moi, c'est un peu le type de Lionel Messi. C'est-à-dire que le talent, il est inné en eux, le talent de footballeur. Maintenant, il y a des gens qui, eux, travaillent. Adingra, c'est un peu produit. Mais quand vous regardez à Brighton, quand vous regardez les matchs d'Adingra, vous tombez à la renverse. Pour beaucoup d'Ivoiriens, c'est maintenant qu'ils découvrent leur joueur. Justement, la dernière fois, on en parlait, je ne voulais pas vous rencontrer là-dessus. Adingra a une histoire extraordinaire. C'est ça, tout à fait. En fait, Adingra a été exploité par un agent véreux qui l'a envoyé au Bénin, précisément. Au Ghana. Par le Ghana et au Bénin, dans un centre de formation qui a vraiment, effectivement, c'est un joueur qui a une histoire. Et aujourd'hui, le retrouver comme ça sur le toit du monde, j'ai vu du monde, enfin, c'est tout comme. Ah oui, c'est ça. On en est très, très heureux. Donc, on souligne qu'il est le meilleur joueur de la finale, Adingra. L'homme du match, le meilleur jeune joueur par la même de la compétition. Alors, continuons toujours de dérouler nos remarques sur justement cette Coupe d'Afrique. Le meilleur joueur de la compétition, c'est le Nigérian William Troost-Ekong. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous dites oui, c'est totalement mérité, c'est un défenseur? C'est très rare que les défenseurs sont comme ça plébiscités. C'est ça. Qu'en pensez-vous, les amis? Gérard, est-ce que vous voulez prendre la parole, commenter aussi? Oui, tout à fait. Moi, c'est une décision qui, dans un premier temps, m'a semblé complètement difficile à digérer. Je me dis, écoutez, nous, on a nos créateurs qui sont là, on a même des gens qui sont devant. Je disais que je me suis souvenu quand l'ami Troost-Ekong a été désigné comme le meilleur joueur de cette CAN-là. Je me suis souvenu d'un certain Ronaldo, R9, qui était complètement brisé et qui s'est retrouvé à la Coupe du Monde 2002 et qui a permis au Brésil de remporter le trophée. Derrière, il est sacré Ballon d'Or. Tu vois? Non, mais est-ce que vous voulez faire un parallèle oui, quand bien vous parlez sûr. de R9 avec, par exemple, Sébastien Haller. Avec Sébastien Haller qui pourrait... Pourquoi rappeler pour nos téléspectateurs la situation de Haller? Haller, c'est quoi? Haller, il a eu un cancer de testicule. Derrière, comme si ça n'était pas suffisant, il s'est blessé à la cheville. Et quand il revient, son apport pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est magnifique. Il rentre face au Sénégal. Ensuite, contre le Mali, contre le Congo, c'est lui qui marque le but pour qu'on accède à la finale. À la finale, c'est lui qui marque encore le but pour qu'on soit champion. Attends,
toutes ces choses-là. C'est-à-dire que si on compare, je vais d'Élysée, peut-être pas d'accord, mais moi je vais resituer. C'est-à-dire que si on compare son temps de présence à l'ensemble de ses performances, on peut dire que quand même ce sont des performances XXL de Sébastien Haller. Élysée, vous n'êtes pas très d'accord avec ça? 4 matchs qu'il a joué, il a été brillant, sinon brillantissime. Oui, moi, c'est vrai, je n'en disconviens pas. Avec l'état de forme qu'il a quand même produit un tel résultat, je crois qu'il a vraiment fourni beaucoup d'efforts. Mais je pense que pour une fois, moi, je suis d'accord avec la CAF. Ah bon? Il faut regarder le parcours de Trostekong, il est défenseur central. Il est le meilleur buteur du Nigeria. Regardez, il est le meilleur buteur du Nigeria. C'est dû aussi peut-être à la... Non, je vais vous aller, je vous relance. C'est aussi dû à la faiblesse aussi de l'attaque nigériane. Non, mais vous pouvez mettre ça sur le fait de la faiblesse de l'attaque, mais je peux mettre ça sur le fait que autant il est bon en défense, il a un impact sur l'offensive. Ça ne peut pas donner à tous les défenseurs. Donc, quelque part, quand tu regardes la régularité avec laquelle il a joué, il a été 2 fois homme du match dans la compétition. Il était meilleur joueur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis, en plus, les défenseurs. Je crois personnellement que, honnêtement, on est tous ivoiriens. Mais moi, je crois que pour cette fois-ci, la CAF a eu raison de donner ce trophée à Trostekong. Parce qu'en termes d'impact sur la sélection, il est l'un des joueurs qui a été le plus impactant vraiment sur sa sélection. OK. Donc, ça se comprend et ça s'entend. Hein, non, on entend son argument. Mais vous savez que la CAF ne désigne pas le meilleur joueur d'une de ses compétitions comme par hasard. C'est celui des stats. Et chaque joueur est suivi par un comité qui siège et qui gère justement cet aspect des choses. Et donc, comme l'a dit Élysée, le parcours de ce défenseur a eu un impact réel sur le jeu du Nigeria jusqu'à la qualification en finale. Et d'ailleurs, en finale, il est le seul Nigérien ayant marqué donc le seul. Non, mais il a marqué, mais il y a une chose qu'on n'oublie pas, c'est un peu le cas de Messi et de, par exemple, Kylian Mbappé. Bien sûr, enfin, je pense que celui qui a gagné doit avoir quand même 1+1 avant qu'on commence à juger tout le monde. Voilà. Parce que, c'est ce qu'il a rappelé tout à l'heure, on a le cas de Ronaldo, mais on va même plus loin. En 2006, on a le cas de Cannavaro. Cannavaro ne fait pas une plus belle compétition que Zidane. En 2006, Zidane plane, tout ça. Mais qui a le ballon d'or? C'est Fabio Cannavaro, parce qu'à un moment, il gagne la compétition. Donc moi, je veux vous relancer sur vos arguments. Parce que Haller ne peut pas gagner. Enfin, il a des entrées qui permettent à son équipe de gagner et d'avancer. Et il est décisif. Donc, à un moment, qu'est-ce qu'on veut? C'est la victoire ou bien on veut célébrer ceux qui finalement ont perdu? Non, la victoire, peut-être que la CAF réserve le ballon d'or à Haller pour le prochain. Moi, je pense que sur la compétition, comme Élysée l'a dit, je pense que Ekong était beaucoup plus efficace. Donc son ballon, son titre de meilleur joueur de la compétition, moi je pense que ça tient. Haller aura encore d'autres occasions pour pouvoir avoir d'autres lauriers, pas forcément. Très bien, sur ça, je pense que évidemment vous avez dit et on a fait le tour du sujet. On ne peut pas terminer cette émission, on va finir en 6 minutes, sans parler du meilleur coach, de son avenir, de ce qu'on doit dire de lui. Je vois que tout le monde se dit, OK, enfin, je vais pouvoir dire 2-3 choses. Christelle. Oui, effectivement, c'était le point, André, que j'attendais depuis le début de cette émission. Pour moi, Faye-Emers est le meilleur. André, on se rappelle simplement de cette vidéo qui est maintenant virale, où il disait au revoir. C'était donc au temps de Zawi, à ses coéquipiers parce qu'il ne pouvait plus continuer à jouer. Il a arrêté à 28 ans. Il a arrêté à 28 ans, c'était fort. Zawi a coulé les larmes. On se rappelle que tous ses coéquipiers, il y avait Drogba, il y avait... je les oublie un peu les noms. Cette génération. Et cette génération-là, Yaya, Sérédier. Exactement. Et de le revoir là... Il est arrivé après maintenant. La façon dont il arrive, la confirmation au fur et à mesure des matchs, toujours en tant qu'intérimaire. Après, à un moment donné, il y a eu une parenthèse Renard qui a été très vite refermée. Aujourd'hui, il est sur le toit de l'Afrique. Que pensez-vous concrètement de Faye-Emers, Élysée Boloube? Bon, je pense que avant qu'on arrive là, il faut quand même saluer la mémoire d'une personne qui, je pense, a contribué à ce que Faye soit là. C'est le président Sidi Diallo qui est décédé. Oui, parce que Faye-Emers lui-même l'a confessé de sa propre bouche. Quand il ne pouvait plus jouer au foot, Sidi lui a dit, mais tu peux faire des diplômes, tu peux être entraîneur et nous, on peut te pousser. Voilà, parce que Sidi aussi, avec les joueurs, c'est une longue histoire. C'est vraiment une histoire de paix. Il était très proche des joueurs. Il était très proche des joueurs et c'est lui qui l'a encouragé à aller vraiment faire des diplômes d'entraîneur. Et il avait même promis que même s'il a ses diplômes, on verra au niveau national comment faire pour l'accompagner. Et justement, ceux qui l'ont succédé, je lui ai dit, voilà, sont restés un peu dans cette dynamique-là et ont appelé Faye. Mais bon, c'est vrai, on peut t'offrir tout ça. Maintenant, après, à ta valeur intrinsèque personnelle. Et je crois que sur cette base-là aussi, Faye vraiment nous a montré quand même que c'était quelqu'un
qui était très bon sur le terrain, mais en dehors d'être très bon sur le terrain, il avait une intelligence, une lecture de jeu vraiment imparable. Parce que tout ce qui s'est passé, il faut avoir de la lecture, il faut avoir vraiment une connaissance même du football et de la tactique pour pouvoir arriver à prendre le dessus et sur le Sénégal, et sur le Mali, et sur la RDC, et sur le Nigeria, et qui ont des techniciens, des fins techniciens. Arriver à déjouer le plan de Aliou Cissé, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est clair. Arriver à déjouer le plan Le Péchéro. et tout ça, c'est pas, ouais. voilà, c'est pas vraiment donné à tout le monde. Pour un jeune entraîneur, c'est pour dire que, comme on le dit, aux âmes bien nées, la valeur attend pour le nombre d'années. Herman. Moi, je pense qu'au-delà du coaching, c'est un bon manager parce que si on regarde bien, il écoute beaucoup ses adjoints. Oui. On voit à chaque fois cette voit une forme de symbiose, complicité, avec Demel, avec Guy Demel, sans chercher à être forcément ce leader qui prend tout sur lui. Il écoute et après il prend les décisions. Et finalement, les décisions, finalement, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est de Faye, mais c'est tout un staff qui travaille. Moi, je pense qu'il y a ce staff-là qui est derrière, qui est avec lui et qui sait écouter. Et c'est ce qui fait que lui, il va de l'avant, c'est ce qui fait la différence avec les autres. Gérard, toute la Côte d'Ivoire n'attend que la confirmation de Faye comme entraîneur. Est-ce que vous partagez ce Évidemment, point de vue? évidemment. Attends, qu'est-ce qu'on peut bien attendre encore là? Que doit-on démontrer pour être dans son poste confirmé? Il a démontré. Il est champion d'Afrique. Il reprend la Côte d'Ivoire au bord du gouffre, sinon dans le gouffre, disons les mots clairement tels qu'ils sont. Et puis bon, il crée sa petite magie. Hein. Déjà, pour le match du Sénégal, ça marche. Pour le match du Mali, ça marche. Pour le match du Congo, ça marche plus. Pour le match contre le Nigeria, ça marche encore plus. Jusqu'au bout du bout du bout. Écoutez, de quoi a-t-on besoin? C'est le coach de la... Il y a ce joueur qui marche, c'est un vrai Ivoirien. C'est qui? C'est pas Gradel. Vous êtes sûr? C'est Diakité le Ourou national. Mais là, il a complètement fait exploser le Il a stade. confirmé sa réputation. Le Ourou, c'est très bien, c'est très bien. Il y a une vraie complicité. Après, Allaire, c'est la vraie star de l'équipe. Parce que quand on prononce son nom dans le stade, tout le monde a une ébullition. Puisqu'on parlait, vous voulez un mot avec vous sur... Je voulais ajouter quelque chose sur Faye. Très rapidement, et lui va... Je pense qu'au niveau de la confirmation de Faye, moi je pense que ce n'est plus le débat. C'est pas un sujet. On regarde plutôt le montant du Faye. Parce que si Non, l'autre... après, il y a des confidentialités. C'est ça, Enfin, voilà. Ouais, pas mais vous dire quand il ne faut même... pas non plus donner dans le truc populaire où tout le monde pense qu'on doit venir mettre le salaire de Faye sur la... Non, on n'a pas dit cela. Oui. Il faudrait que ça soit un contrat, un montant qui... Comme à Non, ça c'est ce qu'on peut faire. Dans ce cas-là, je suis vraiment entièrement d'accord avec lui. C'est Il faut qu'il soit payé convenablement, d'autant plus qu'il est maintenant champion d'Afrique. C'est ça. Oui, de par son parcours et son sens tactique, je pense que rien que ces deux éléments ont permis à la CAF de désigner Faye Emers comme étant le meilleur entraîneur de cette compétition. Yes. À partir du moment où il est auréolé donc de cette qualité, il n'est plus normal que la Fédération ivoirienne de football continue d'entretenir un contrat flou avec lui. Il faut aujourd'hui mettre 4 sur table, signer un contrat En bonne et due forme. Et comme l'a dit Herman, il faut un contrat où le coach est bien rémunéré, comme on le faisait avec ces Européens qui viennent, à qui on leur donnait des dizaines de millions et qui ne nous ont rien apporté. Faye Emers a pris une équipe de Pachidem sous perfusion. Il a commenté le trophée qui arrive sur le stade de football. Il a pu leur donner donc il a pu leur donner les médicaments nécessaires à leur guérison au point de nous amener donc à cette finale et la remporter. Merci à Faye, merci à Guy Demel, qui est lui aussi un grand technicien. Parce que Guy Demel, il est très critique et il a fait preuve de compétence également. Très bien, merci Marius, mais je vous ai entendu, parce que je trouve que quand même, il faut aussi penser à Sidi Diallo, à Idriss Diallo, pardon, Sidi d'accord, mais à Idriss Diallo. Est-ce normal qu'on soit en train de penser que le président de la FIFA n'aurait pas une quelconque responsabilité dans la victoire? On rappelle que c'est lui qui a nommé Faye Emers, qu'on voit tout ce combat-là, qui ne semble pas vraiment la chose la plus importante. Nous, on a fini là-dessus, je donne mon avis et puis on y va, parce que de toute façon, c'est factuel. Il a nommé Faye Emers, on sait les conditions dans lesquelles, mais il reste celui qu'il a nommé, parce que rien ne l'empêchait à ce moment précis-là de nommer M. Paul Dubois, qui serait du côté de... Donc je pense qu'à ce moment, c'est des choix qui ont été faits et il se trouve que ça payait à ce moment précis-là. Il faut aussi lui en faire grâce, parce qu'évidemment, dans la victoire, on peut penser que tout le monde a eu sa petite participation, y compris moi-même, parce que j'étais au terrain et j'ai aussi supporté, comme vous, qui
Vous n'êtes pas allé au terrain? Moi, je ne suis pas allé au Non, terrain. non, mais vous avez supporté. Voilà, on fera le débat sur la FIFA. Enfin, bien sûr, bien sûr. On a toute la semaine pour commenter. Débriefer. Demain, on aura probablement un coach avec qui on veut parler justement du traitement qu'on réserve à différents coachs. On en parle demain. Exactement. En tout cas, c'était notre moyen. Les coachs ont commencé à faire leur entrée au stade. On a vu Alain Boisméné tout à l'heure qui est passé. Et Guy Demel, voilà. Guy Demel également. Et puis, j'espère qu'on va avoir à l'arrivée des Faye. Oui, bien sûr, Faye. On attend. Super, super. On regarde juste l'arrivée de Faye, parce que c'est lui maintenant qu'ils vont appeler. Donc on rappelle que le staff technique est composé. Le voici donc Faye. Yes. Bravo champion. Bravo champion. Bravo. Il avait seulement 40 ans et c'était le jour de son anniversaire. Et il était donc... il avait la charge de redonner espoir à tout un peuple qui était complètement dans une forme de tristesse. Il a montré qu'il avait une vraie connaissance de technicien du football. Il a démontré simplement que, écoutez, quelqu'un l'a dit ici, on est jeune, la valeur ne va pas attendre le nombre d'années. Et finalement, Faye Emers a su conduire ce groupe-là, ce fameux commando dont on parlait sur le toit de l'Afrique. Et nous sommes simplement très heureux, le peuple est heureux. Tout le monde est heureux. Merci à tous d'y avoir contribué. Voilà, on se retrouve donc demain pour une autre émission du Grand Talk. Portez-vous bien et les programmes continuent sur la FTV. Nous sommes champions d'Afrique. Bonsoir chez vous. Nous sommes les meilleurs en Afrique. Personne ne peut nous égaler. Et les frères qu'on est pas là. Éléphant au fait, Côte d'Ivoire au fait, supporter Mazo au fait, on est devant au fait. Quand on dit qu'on est joué, ballon là, c'est nouveau. Quand on dit qu'on est joué, ballon là, c'est nouveau. Éléphant, éléphant. Quand on dit qu'on est joué, ballon là, c'est nouveau. Quand on dit qu'on est joué, ballon là, c'est nouveau. Éléphant, éléphant. Ibrahim Doumbia.